La beauté intérieure et autres conneries, Apolline Grandjean. Janvier, le coup de foudre. Le quai d'un train de banlieue en fin d'après-midi. Bon, en fait, il est 17h11 et c'est le mercredi 12 janvier. Je m'en rappelle très bien, vous allez vite comprendre pourquoi. J'erre donc sur le quai, cherchant stratégiquement un vide entre deux groupes de voyageurs, histoire d'avoir une chance d'être la première à entrer dans le wagon à l'approche, et c'est mon combat quotidien, de pouvoir m'asseoir. Ah, là, un espace qui n'attend que moi. Je m'avance pour être aussitôt assailli par un nuage de fumée et l'odeur écœurante de cigarettes qui titille systématiquement mes tendances asthmatiques. Dites-moi, monsieur malpoli, vous vous sentez bien à intoxiquer de pauvres voyageurs qui ne vous ont rien demandé? Il y a un groupe de fumeurs en plus tout au bout du quai, 20 mètres plus loin. Est-ce trop fatigant de faire quelques pas pour rejoindre la horde agglutinée des accros à la nicotine? Il semblerait. J'en fais la remarque à l'homme qui tète sa clope et s'éloigne l'air indigné. Je me mets à tousser, exagérant la chose un peu à la manière d'une pestiférée, juste pour lui donner mauvaise conscience. Mais le train qui entre en gare me fait vite oublier l'incident. Habile comme un pingouin, dans l'eau évidemment, je me faufile entre un homme en costume, style jeune cadre dynamique, et une mère ni jeune ni dynamique qui peine à faire monter ses deux gosses dans la rame avant que les portes ne se referment. Je vise un siège libre près de la fenêtre et slalome entre les passagers déjà assis côté couloir. Sérieusement, il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi les gens font ça. Ils ne pourraient pas se mettre un siège plus loin et m'épargner le délicat moment du passage de fesses devant des visages inconnus pour me poser à l'autre bout du monde, si ce n'est 40 centimètres plus loin. Quand même, dans un train bondé, laisser un maximum de gens s'asseoir, c'est du simple bon sens. Enfin, cassage de popotin et mission accomplie. Je suis assise. Le temps de rajuster l'écouteur délogé du creux de mon oreille par cette course folle, et je lève les yeux. Et là, c'est le moment où tout se passe au ralenti, comme dans les films d'amour beaux et poignants, parce que je ne sais pas si ce que je vois est à proprement parler poignant, mais c'est en tout cas un jeune homme excessivement beau. Les yeux clos, il semble plongé dans des pensées profondes et énigmatiques. Ou alors, il dort. C'est moins romantico-mystérieux. Il ferme en tout cas les yeux, ce qui me donne quelques longues secondes pour l'observer, yeux écarquillés et bouche béante. Je ne suis pas sûre, mais il se peut qu'à un moment je me sois mise à baver. Il a un visage comme j'en ai rarement vu. Il est, comment dire, parfait. À la fois distingué et sauvage, peau délicate et cheveux rebelles. Je parie qu'il a les yeux verts, faisant dans la seconde dévier les miens. Le coup du « je regarde négligemment par la fenêtre », un grand classique. Je le vois qui ramasse son sac à l'annonce de la prochaine gare, me ramenant par la même occasion à la réalité. Croyez-le ou pas, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est un signe du destin. On descend à la même station. Je me débrouille pour être juste assez lente à me lever pour qu'il me précède, et loin de moi l'idée de le suivre, qu'allez-vous imaginer? Je lui emboîte le pas. Bon, ce n'est pas non plus comme si j'étais une folle obsessionnelle poursuivant un inconnu. Après tout, la foule entière avance dans la même direction, avant de se disperser au gré des correspondances. Et si je me suis mise à trottiner, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il avance à grandes enjambées, le gredin. 1, 2, 1, 2. Saleté de talons. Je vais me tordre la cheville. J'aurai l'air maligne, hein. Je grimpe les escaliers 4 à 4, soufflant comme un phoque. C'est bon pour mon cœur, tout cet exercice. Enfin, s'il survit à tant d'agitation. Je suis à l'agonie, mais ça en vaut la peine, parce qu'à ma grande surprise, je me retrouve subitement sur mon quai de RER habituel, ce qui veut dire, attendez, je suffoque d'émotion, que l'inconnu va dans la même direction que moi. Mon enthousiasme grandissant fait naître un sourire un peu dément sur mon visage,
si j'interprète correctement les coups d'œil inquiets des quelques passagers patientant à mes côtés. Dans tous les cas, s'il y en a bien un qui n'a rien remarqué de ma présence, c'est ma cible du jour, mon grand amour, mon homme pour toujours. À la fois, c'est peut-être un plus, parce que, comme tout le monde, j'ai des jours avec et des jours sans maquillage ni bonne nuit de sommeil, joli fringue ou cheveux coiffés. Comme aujourd'hui, par exemple. Et tant qu'à faire, si mon charmant prince pouvait découvrir mon existence autrement qu'en notant des cernes et cheveux gras, je crois que ça pourrait m'aider. Je reste discrète, donc, un peu planquée derrière un papy imposant, qui a l'air étonné de me voir lui tourner autour tel le renard en chasse, mais qui, le ciel le bénisse, garde son sang-froid et fait comme si de rien n'était. Lorsque le train arrive une poignée de minutes plus tard, le magnifique agent double que je suis devenu s'y glisse avec l'aisance d'un nuage de fumée dans un tipi indien. D'où me vient l'expression ? Aucune idée. Mais elle sonnait sûrement mieux dans ma tête que dans la vôtre en ce moment, par contre. Calé dans un coin, je ne quitte pas mon objectif des yeux, tout en feignant habilement de n'en rien faire. Je note les fils de son lecteur MP3 qui s'échappent du col de son manteau pour se perdre sous sa tignasse. Charmant, le nom dont je baptise provisoirement mon prince écoute, selon toute probabilité, de la musique en ce moment, tout comme moi. Si ce n'est pas un signe de notre connexion d'âme, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Je ne voudrais pas avoir l'air de m'emballer, mais je crois qu'on ne va pas tarder à se marier, histoire de s'installer dans une ravissante maisonnette de campagne. Oui, parce que la nature, c'est important pour les enfants. Ce qu'on va mettre en route dans la semaine, je veux dire. Faut suivre un peu. Et je me vois si bien leur raconter au coin du feu, les soirs d'hiver, notre rencontre magique un certain mercredi. On devrait prendre un chien aussi. J'ai tendance à être un brin phobique, mais mon image mentale du parfait couple inclut un chien. Donc, va pour le labrador, je m'habituerai. Et tandis que je me creuse la tête à chercher un nom pour cette brave bête, voilà que je remarque que le train s'est arrêté, à ma gare d'ailleurs. Je bondis hors du compartiment, juste avant que les portes ne se referment, et le train repart doucement, emmenant avec lui mon futur mari et un morceau de mon cœur, comme je vous le dis. Tu crois que j'aurais dû lui parler ? Non. Yael est catégorique. En tant que meilleure amie officielle, elle a été convoquée de toute urgence pour une réunion de crise sur le thème « Chopons le garçon », le soir même de mon aventure de folie. Nous sommes donc toutes deux affalées sur mon lit, à l'image de ces baleines désorientées et échouées sur la plage, mais en plus élégant, j'espère. Je me redresse sur un coude pour l'interroger. Pourquoi pas ? On ne va jamais se marier si on ne se parle jamais. Vous n'allez jamais vous marier tout court ? Elle soupire, l'air las. Tu ne connais pas ce gars, tu te rappelles ? Excuse-moi, mais ça doit être le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Avant de connaître quelqu'un par définition, tu ne le connais pas. C'est pour ça qu'il faut provoquer la rencontre, si tu vois ce que je veux dire. Puis-je me permettre de te rappeler comment s'est terminée ta dernière mission filature ? Ah, la fourbe ! Non, mais c'est pas pareil. Laisse-moi t'expliquer comment est-ce que ça s'est fini, Apolline ? Je me drape dans ma dignité et oppose un silence plein de grandeur à cet interrogatoire déloyal. Un moment passe et je m'apprête à reprendre l'exposé en 3 parties de mon plan infaillible pour rendre charmant, fou et amoureux de moi. Mais tandis que j'ouvre la bouche, Yael me coupe et explose. « Mais enfin, des gens t'ont jeté des cailloux dessus !» « Des cailloux, tu te souviens ?» Cette histoire douloureuse, à tout point de vue, est malheureusement véridique, mais je refuse de m'enfoncer plus avant dans le marécage d'embarras qu'est ma vie en la racontant. Il faudra l'imaginer, donc amusez-vous bien. L'heure n'est d'ailleurs pas aux lamentations, ni au regard tourné vers le passé. L'heure est à l'action. Écoute-moi, je plaide, laisse-moi juste te dire à quoi je pense, et si c'est vraiment bizarre, tu m'arrêtes. Ce sera de toute façon complètement bizarre, soupire-t-elle. Mais j'imagine qu'une fois encore, il n'y a rien à faire pour t'empêcher d'être dingue. Donc raconte. Le lendemain, à 17h pétante, j'arpente le quai de gare d'une démarche que je veux langoureuse. J'ai mis pour l'occasion ma plus belle robe,
celle que je ne porte jamais, tellement j'ai peur de l'abîmer. Mais s'il y a un jour où il faut mettre la gomme, c'est bien celui de son coup de foudre. Bon, disons le jour du coup de foudre réciproque, parce que, techniquement parlant, pour moi, c'était hier. Mais ne nous embarrassons pas de tels détails. L'important est que cet instant restera gravé à jamais comme le début de notre grande et belle histoire, pleine d'émotions et de sensualité. J'ai pris soin de quitter la fac un peu en avance pour être sûr d'avoir le même train que la veille, et je scrute les alentours si intensément que ça m'en fait mal aux yeux. Je note autour de moi les regards mâles qui s'attardent sur ma silhouette sexy, soufflée par tant d'élégance, ou alors se demandant ce que je fais avec une robe d'été en janvier. Il faut bien le dire, j'ai du mal à ne pas grelotter. Remarque, en serrant les dents très fort, je ne peux les empêcher de claquer, c'est déjà ça. Et puis, c'est bien connu, le froid, ça brûle les calories. Que du bon, donc. Je suis quand même sur le point de tomber en hypothermie quand le train se pointe. Par chance, la masse de voyageurs urbains déjà présents y fait régner une chaleur moite qui nargue le froid hivernal. Je me tords un peu dans tous les sens pour repérer Charmant, mais pas moyen de le voir. Il doit être dans le wagon d'après, ou peut-être caché par ce gros monsieur devant moi. Pas grave, je le retrouverai à la sortie, ou au pire, sur le quai du prochain train. Je me laisse secouer au rythme des rails, me jette hors du train dès l'ouverture des portes et me précipite jusqu'au bout du quai, lieu d'observation stratégique. J'y reste planté, feignant de fouiller dans mon sac à main, tout en coulant un regard discret sur la rivière humaine déferlant du RER. Je vois passer un tas de gars dont la seule caractéristique marquante est qu'ils ne sont pas celui que j'attends. Une fois la vague passée, un coup d'œil rapide sur les quelques passagers traînant encore dans le coin me confirme, serrement de cœur, que mon inconnu n'y est pas. Mais tout espoir n'est pas perdu. Peut-être que je ne l'ai pas repéré dans la foule et qu'il se dirige en ce moment même vers notre correspondance. Vite, vite, je me hâte vers mon rendez-vous d'amour. De toute évidence, j'ai été la pire des sans-cœurs dans une vie précédente, et le karma me le fait payer, parce que là non plus, personne à l'horizon. C'est pleine de désespoir que j'arpente la plateforme, avec l'air de celle qui fait les 100 pas sans songer à rien de précis, collé sur mon visage. Et l'arrivée en gare du train de banlieue piétine les miettes d'espoir qui me restent. C'est sûr, jamais je ne le reverrai. Ma vie n'a plus de sens, je songe. Autant tirer un trait sur l'amour. Jamais, oh jamais je ne m'en remettrai. Je retente le coup le lendemain, quand même, avec une mini-jupe des plus flatteuses. Et je m'invente même une après-midi shopping pour justifier mon pied de grue le samedi en boum-boum short. Là-dessus, je chope la crève, allez savoir pourquoi, et je passe mon dimanche à ruminer mon malheur au lit, avec en arrière-fond les plus déprimantes des chansons tristes, qui ne m'aident en rien, mais j'aime bien quand même. Je ne dors plus, je ne mange plus, rien n'existe plus que le désespoir d'avoir perdu mon bel inconnu. Tout ça, métaphoriquement parlant, s'entend. Parce que bon, tant qu'il reste du Nutella, rien ne peut m'empêcher d'en recouvrir tout ce qui traîne dans la cuisine. Et puis, dormir le dimanche, c'est fait pour ça. Comme en plus je rêve de l'homme mystère, j'ai envie de dire, autant abandonner toute vie sociale et m'enchaîner à mon lit. Les heures passant, un doute terrible m'envahit peu à peu. Ce gars existe-t-il vraiment? Je veux dire, je sais que je l'ai vu. Sûr. Presque sûr. En tout cas, j'ai vu quelqu'un, ça ne fait pas de doute. Seulement, était-ce vraiment le prince, avec une majuscule, que je visualise à présent? Yaël, soucieuse, m'a posé la question. Est-ce que tu es sûre que tu n'as pas un peu fantasmé cette affaire? Depuis, je me demande si effectivement je ne me suis pas laissé entraîner par mon imagination débordante et créer un homme idéal à partir d'un banal inconnu. D'un autre côté, je revois le contour de son visage, ce geste qu'il a eu pour se lever, et ses baskets rouges, aussi distinctement que s'il se trouvait devant moi, en ce moment même. Des chaussures rouges, je n'aurais jamais inventé ça, ce n'est pas possible. C'est bien la preuve qu'il existe, non? Et je me replonge dans un tumultueux flot de pensées. Enfin, bon gré, mal gré, et à grand renfort de coups de pied aux fesses,
ma mère m'expédie à la fac le lundi, son cœur d'acier insensible à mon état lamentable. Il semblerait que « tu nous fais le coup toutes les 2 semaines » lui apparaisse comme une raison suffisante à cette conduite barbare. Je me passerai de commentaires pour ne pas accabler cette pauvre femme qui ne saisit de toute évidence pas les priorités de ma vie. Mais vraiment. M'emmitouflant dans mon chagrin et le pull de ma grand-mère, celui qui tient bien chaud et gratte un peu, je me traîne donc jusqu'à l'université avec dans les poches assez de mouchoirs pour fabriquer un nid à un bébé éléphant. Toussant et dégoulinant de morve, c'est un miracle si je survis à cette dure journée de cours où tout le monde m'évite bien soigneusement. « Ouh, t'as pas l'air fraîche !» ose même balancer mon voisin d'amphi avant d'éloigner sa chaise d'un bon maître. Seul Yaël me soutient encore et reste fidèlement à mes côtés, un masque chirurgical plaqué sur le visage. Ce chemin de croix a tout de même une fin, et je me hâte de rentrer, pressé de retrouver mon lit et du chocolat, dont la combinaison forme le seul sens qui reste à ma vie. Je dois lutter pour ne pas m'endormir dans le RER, comptant les arrêts pour me tenir éveillé. Et, au milieu du trajet, au moment où il est le plus malvenu, mais c'est très relatif, voilà que Charmant refait surface. Comme ça, normal, avec l'air de celui qui n'a rien à se reprocher, il débarque dans le wagon et va s'asseoir un peu plus loin. Bon sang, mais à quoi est-ce que le destin était shooté quand il a organisé ma vie? Il a bien dû se marrer, tiens. J'hésite entre me lancer dans une danse de la joie, engueuler le goujat qui m'a fait attendre pendant des jours et m'évanouir de bonheur. Mais je parviens, grâce à mon self-control exceptionnel, à rester immobile, bien qu'un peu tremblante. Je ne suis pas sûre d'être en mesure de me lever un jour, avec le pudding qui me tient lieu de jambes, mais tant que je reste assise, ça passe. Quelque part au fond de mon cerveau explose le feu d'artifice de la certitude de ne pas être une folle en proie à des hallucinations délirantes déjà, et aussi celle que sur cette terre existe mon âme sœur, et que par un miracle extraordinaire, cette personne se trouve à 2 mètres de moi. J'ai terriblement envie de lui parler. Non, en fait, ce dont j'ai envie, c'est de me jeter sur lui et l'embrasser passionnément. Mais je me connais, et je sais que ma tendance à l'action est inversement proportionnelle à ma capacité à imaginer les scénarios les plus invraisemblables. Ce qui ne m'empêche pas de passer d'exquises minutes à l'observer, ce qu'il doit commencer à remarquer parce qu'il tourne des yeux interrogatifs dans ma direction. Mais je ne suis pas encore prête au contact visuel direct, j'ai peur de fondre. Ça se remue dans mon cerveau, par contre, pour trouver une phrase qui lancerait la discussion, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Je me motive, m'auto-gifle mentalement, sans quoi j'aurais définitivement perdu toutes mes chances, et décide qu'aujourd'hui est mon jour, et je ne le laisserai pas passer. J'opte finalement pour une approche en mode princesse en détresse, destinée à attirer l'attention tout en flattant l'ego masculin, ce qui ne saurait manquer de le faire succomber, n'est-ce pas? Je vais lui poser des questions sur la ligne à prendre pour aller jusqu'à ma gare, en prétendant être là en visite et ne pas connaître le chemin. Il va me répondre que « Mais quel hasard, c'est par là qu'il va. Voyageons donc ensemble, cher nouvel ami. » C'est peut-être à ce moment qu'il me prendra la main. Mais je ne serai pas fâchée s'il ne le fait que plus tard. C'est important de laisser à la relation le temps de se développer. Je me répète 50 fois les quelques phrases que je compte sortir, pour éviter de me retrouver à bégayer, comme cela m'arrive beaucoup trop régulièrement. Je me mets en situation, comme une actrice, empruntant du même coup à la méthode Coué. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Arrivé en gare, je me hâte de sortir pour devancer Charmant d'1 minute dans le couloir de correspondance. Prochaine étape, je prends un air égaré et regarde un peu partout d'un œil désespéré afin qu'il ne trouve pas étrange que je l'aborde. Il arrive enfin, montant l'escalier, entouré d'une légère brume, un peu à la manière des mirages, peut-être parce qu'il est trop beau pour être vrai. Ou alors,
parce qu'il tient à la main une cigarette, dont il reprend une bouffée, en recrachant allègrement la fumée, sans avoir l'air de se soucier que derrière lui se trouve une femme enceinte, qui semble pourtant fort incommodée de se prendre ça en pleine tête. De toute évidence, il est trop occupé à deviser bruyamment au téléphone pour s'en rendre compte, ou encore pour contourner un vieux monsieur qui peine sur les escaliers et se retrouve bousculé sans une parole d'excuse par pas si charmant. Qu'est-ce que c'est que ce malotru? J'en reste bouche bée, toute envie de lier connaissance subitement évanouie. Il passe sans remarquer le nuage d'amour qui se perce au-dessus de moi et m'arrose de la pluie acide de la déception, trop concentré qu'il est sur sa clope et son portable. Il n'a même pas les yeux verts. Février, le célibat. L'intégralité des magazines féminins, la plupart des programmes télé et les pubs dont ils sont entrecoupés, mes amis, mes ennemis, mon horoscope, la Saint-Valentin, mon chat même parfois, tout me le rappelle. Je suis célibataire. Et pour une raison que j'ai du mal à définir, le monde semble trouver ça louche. Situation typique: une soirée entre amis, ou en famille, ou avec n'importe qui d'autre, ça marche pareil. Je fais la rencontre, selon la situation, d'un pote de pote, d'un oncle éloigné, ou du cousin de la sœur de la marraine d'un collègue. On engage la petite discussion d'usage, et invariablement, au bout de 5 minutes, qui ont de toute évidence fait de nous des intimes, l'autre lâche la question. « Et sinon, t'as un copain ?» On a des variantes, bien sûr. Le négligent. Alors, les amours? De celui qui fait genre, il s'en fout, au fond, mais dis-moi quand même. Ou plus sournois. Et ça va bien avec ton copain? T'as un copain, non? Celui qui vous fait sentir presque coupable d'avoir à répondre que, justement, non, et de s'offusquer. Ah bon, mais pourquoi? Une jolie fille comme toi. J'ignorais qu'il était nécessaire de fournir une explication argumentée en 3 parties, mais apparemment c'est le cas. Tu veux un justificatif signé par mon médecin aussi? Je veux dire, on ne demande pas à quelqu'un pourquoi il est en couple. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est censé avoir une raison précise quand on ne l'est pas. Dans les 2 cas, l'explication est la même. Ça s'est juste fait comme ça. Dans la liste des parasites des célibataires, et à peine moins saoulante que les flics des relations amoureuses précitées, on a la bonne copine, casée depuis des plombes, qui s'acharne à te répéter que vraiment, tu en as de la chance de ne pas être en couple. Elle est mi-compatissante, mi-hypocrite, et carrément impossible à comprendre. T'as raison, être libre, c'est vraiment le pied. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu trouves ça si cool, pourquoi est-ce que tu as emménagé avec ton copain le mois dernier? Je ne sais pas pourquoi cette fille s'est mis dans la tête que je rejette l'idée même d'être en couple. Au fond, c'est toi qui as fait le bon choix. Pas de prise de tête, pas d'engueulade. Oui, parce que je suis toute seule. Je ne vais pas non plus m'engueuler avec moi-même. Remarquez, parfois, ça m'arrive. Bref, tout ça pour dire que les gens autour ont parfois vraiment du mal à saisir la réalité de la situation. D'autant plus que je ne suis pas non plus une célibataire longue durée. J'ai des copains régulièrement. C'est juste qu'une force mystérieuse et incontrôlable se met systématiquement en mouvement pour empêcher que la relation ne dure plus de 3 mois. Parfois, je maudis le sort, d'autres fois ma stupidité. Mais dans l'ensemble, je me dis qu'il y a une raison à cela. En réalité, je pense ça dans le détail aussi, si je prends le temps de me remémorer la façon dont mes histoires se sont finies, voire, pour certaines, la façon dont elles ont commencé. Mais je le prends bien, je reste zen, sereine, et refuse de me laisser décourager par les pubs ciblées sur Facebook. Marre que personne ne vous aime, rejoignez notre communauté de célibataires en ligne. Laissez-moi réfléchir, ça ira, merci. Remarquez, je n'ai pas toujours dit ça. Il m'est même arrivé de tenter la rencontre Internet.
à un moment où la vague des pressions sociales s'abattait sur moi, me noyant à moitié dans ce grand océan qu'est la norme bien pensante. Ma grand-mère m'avait appelé la veille pour prendre des nouvelles, et vite enchaîné sur un malicieux « Et comment ça se passe, niveau cœur? Tu ne me racontes jamais rien. » Parce qu'il n'y a rien à raconter, mamie. « Oh, ma petite fille me cache des choses. Il n'y a pas un garçon dans ta vie? Tu peux me le dire, tu sais. »« Oui, je sais. Et non, il n'y en a pas. » Sa voix était soudainement devenue sérieuse, tandis qu'elle m'annonçait, un peu à la manière d'un oracle funeste, « Ma chérie, il faut que tu le saches, aujourd'hui, tu es jolie. Tu penses que tu as le temps, mais, crois-moi, si tu ne trouves pas un homme à épouser un de ces jours, tu finiras vieille fille. »« D'accord, mamie, je prends note. » Mais même pour la jeune femme moderne et libérée que je suis, et qui n'a nul besoin d'être casée pour se sentir exister, la perspective annoncée n'est pas des plus enthousiasmantes. Après nombre de luttes internes et revirements d'opinion, je décide de me lancer dans la grande aventure de la conquête online, la GACO, comme on dit chez nous, c'est-à-dire dans ma tête. J'aurais dû louer un troubadour pour narrer mes exploits, tiens. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et un troubadour, j'ai pas. Je commence donc à fouiller l'immensité du web pour dénicher un site pas trop glauque, et tombe sur une page aux couleurs acidulées, au ton léger, et puisque je suis lancé, hop, je m'inscris. C'est comme ça que je me retrouve plongé dans la farandole de la drague en ligne. Pas aussi rapide que celle en soirée, mais bien plus subtile. Tout y est question de décryptage de photos et analyse de messages, sans oublier de checker l'orthographe, parce qu'un mec qui ne fait pas la différence entre ça, CCDIA, et ça, SA, vraiment n'est pas fait pour moi. S'il serait exagéré de dire que je déclenche un raz-de-marée de mails, ma photo de profil, à peine photoshopée, fait tout de même se manifester un certain nombre d'intéressés, plus ou moins charmants, plus ou moins directs, et souvent moins que plus originaux. Quelques-uns se démarquent avec des ouvertures amusantes, d'autres avec des trucs carrément louches. J'ai eu notamment droit à un « J'ai perdu mon chien, je veux vérifier s'il s'est caché dans ta culotte. » Ok, donc toi, déjà, tu dégages. Ensuite, vient le dilemme du « Est-ce que j'ai affaire à une personne peu photogénique ou juste moche ?» Évidemment, posé comme ça, tout le monde se dit « moche », ne sois pas naïve. Mais ça arrive aussi que l'on rende systématiquement mal sur une photo, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je connais également très bien ce sentiment d'intense panique à chaque événement, quand je dois me cacher dès que quelqu'un brandit un appareil, pour ne pas avoir plus tard à supplier les gens d'effacer les photos, ou le faire en cachette dès qu'ils ont le dos tourné. Et aussi, j'ai toujours l'air bourré. Cliché de vacances, pris à 8 heures le matin, tandis que je me lève mon verre de jus d'orange en joyeuse salutation au soleil. Commentaire: Bah alors, ma poulette, t'as enchaîné les fêtes cet été? Comment t'as l'air déchirée! Le pire, c'est que c'est vrai. Mais revenons à ma foule de prétendants en délire. Je fais un peu de tri, réponds aux messages en essayant d'en apprendre un maximum sur leur auteur, tout en disant un minimum sur moi-même. Je me découvre un peu d'affinité avec un ou deux d'entre eux, puis assez vite vient la proposition de rencontres en vrai, faussement ingénues. Je sais, c'est un peu l'idée du site. N'empêche, je flippe. Je flippe complètement ma maman même. D'un autre côté, je suis moyennement chaude pour prévenir qui que ce soit de la rencontre prévue, comme l'exigerait la prudence. Ah, au fait, je suis seule et désespérée, et je ne peux plus supporter la désapprobation de ma grand-mère un jour de plus. J'ai rendez-vous avec cet inconnu pêché sur Internet. Si on retrouve mon corps coupé en morceaux demain, vous saurez pourquoi. Ça ne sonne pas top. Je finis tout de même par raconter la chose à Yaël, avec pour consigne de transmettre les infos à la gendarmerie, si je ne donne pas signe de vie les jours suivants. Droguée aux séries policières, moi? Du tout. De toute façon, on se retrouve dans un lieu public, que je n'ai pas du tout l'intention de quitter. Je ne suis pas non plus suicidaire. Bon, je m'égare là. L'idée, c'était de vous montrer le terrible parcours de la célibataire dont on attend qu'elle mette un terme à sa situation sans avoir l'air de trop y travailler. Easy, vous dis-je.
J'imagine bien que ce début de récit romantico-aventureux vous a mis l'eau à la bouche. Mais alors, elle chope le mec à la fin ou pas? Soyons réalistes. Si ce mec s'était révélé être l'homme de ma vie, il n'y aurait pas eu de chapitre avec pour titre « Le célibat » dans ce bouquin. Il aurait été remplacé par, je ne sais pas, du bonheur de la vie à deux avec Monsieur Prince Charmant. Et à ma connaissance, ce dernier n'existe pas. Le chapitre, je veux dire. Pour le prince, faudrait creuser les recherches. Pour en revenir à quel est son nom déjà? Il m'a semblé être quelqu'un de très gentil, et la simple utilisation de cet adjectif vous a fait comprendre mon manque d'enthousiasme. Mais vraiment, ça manquait de feeling tout ça. Pas d'étincelle donc, juste un vague nuage d'embarras qui nous entoure et me fait quitter le site quelques jours plus tard. Désolé le monde, désolé mamie, désolé le cousin de la sœur de la marraine d'un collègue, je suis toujours célibataire. J'avoue que parfois, ce n'est pas marrant. Que les couples autour de moi titillent ma jalousie, quand ils s'entêtent à être trop mignons. Que c'est plus sympa d'aller se coucher les soirs d'hiver quand quelqu'un a déjà chauffé le lit. Mais les choses vont à leur rythme, et moi au mien. Et comme je m'aime vraiment beaucoup, je me laisse le temps de trouver la bonne personne, celle qui fera des gaufres tous les matins par exemple, et qui ne fera pas la gueule quand je demanderai un massage des pieds. Et s'il savait vernir les ongles, ce serait pratique aussi, parce que je suis une vraie quiche pour ça. Mars, la beauté intérieure. J'étais dans la salle de bain et Léontine m'assistait dans l'opération délicate qu'est l'épilation du mollet arrière. Pas que je sois douillette, attention, ni qu'il me faille 8 heures pour me décider à retirer chaque bande de cire, ou encore que je hurle comme un goré au moindre poil arraché. Pas du tout. J'ai simplement décidé, par pure bonté d'âme, de laisser à ma sœur l'occasion de s'entraîner pour le cas où elle choisirait plus tard d'embrasser une glorieuse carrière d'esthéticienne, bien qu'elle clame du haut de ses 11 ans vouloir être détective privée et jongleuse à mi-temps dans un cirque. Élargir le panel de ses compétences ne peut lui faire que du bien. Nous en étions là, donc, moi accroché au rebord de la baignoire, avec l'air digne qui me caractérise en toutes circonstances, et aussi quelques larmes dans les yeux, et elle à mes côtés, plutôt indifférente au dilemme qui me secoue le cerveau. La bande jaunâtre étalée sur ma jambe est depuis longtemps durcie, donc il faut l'arracher. Mais ça va faire mal, donc il faut la laisser. Mais je ne peux pas garder ce truc toute ma vie, donc... Ah! Si je dois attendre que tu te décides, on y passe la nuit, explique mon implacable frangine, le morceau de cire durci qu'elle vient de retirer encore à la main. C'était bien la peine que je te dise d'attendre mon signal, je bougonne en massant ma jambe rougie. Il faut reconnaître que l'avantage de l'épilation, c'est que la douleur est fugace. Mais quelle torture psychologique! Léontine observe avec curiosité la rangée de poils emprisonnés, le bulbe à l'air, qui se dresse à l'image d'un champ de blé, certes miniature, mais bien fourni. Elle se fend d'un commentaire sceptique. « Je vois pas pourquoi ça te dérange tellement, les poils. Moi j'en ai, et je m'en fiche. » D'un geste négligent, elle désigne ses fines jambes recouvertes d'un léger duvet, si blond qu'il en est presque transparent. Héritage incontestable des gènes maternels et dernière trace notable de ses origines suédoises. Évidemment, il a fallu qu'à moi soit transmis l'ADN de mon gorille de père. Ça et sa propension à vite prendre du poids, chanceuse que je suis. À en croire ma mère, ma ressemblance la plus frappante avec papa serait en fait notre tendance à abuser des chips devant la télé et notre allergie au sport. Elle va même jusqu'à prétendre que de là vient notre petit bidon commun. Il va sans dire que ces suggestions sournoises glissent sur moi sans m'atteindre. En attendant, j'ai fait la connaissance ce matin d'un nouveau bourrelet sous mon nombril, qui se manifeste sans y être invité dès que je m'assois. Joie! Je tire un peu sur mon t-shirt pour m'assurer qu'il couvre bien tout mon ventre, et réponds à Léontine, toujours concentrée sur sa gambette. C'est normal, à ton âge, les choses de ce genre n'ont pas d'importance. Attends quelques années, et on en reparlera. Mais imagine que je me pointe à la fac avec cette nouvelle jupe du feu de Dieu achetée hier et des jambes toutes poilues. De quoi j'aurais l'air?
Elle hausse les épaules. Bah, tu serais la même, avec des poils. Intéressant, comme un même argument peut servir de point de vue contraire. De toute façon, reprend ma sœur plus animée, maman, elle dit toujours que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je soupire. Chérie, pour faire court, la beauté intérieure, c'est juste une idée à laquelle s'accrochent les gens très moches, les très beaux, et qui ne va réellement convaincre que quelques personnes un peu larguées ou très intelligentes. Et la grande, j'écarte les mains, comme pour estimer la taille d'un baleineau, majorité de la population se trouve quelque part entre ces catégories. Les sourcils froncés de Léontine indiquent un effort de réflexion immense, qui la laisse aussi perdue qu'avant. Pourquoi tu dis ça? Explication. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas voir son âme en un coup d'œil, ou avoir un coup de foudre pour sa personnalité profonde. Ce qu'on remarque en premier, c'est le physique, l'attitude, les vêtements, et les poils sur les jambes, j'ajoute, en guettant ceux qui restent sur les miennes. Et la première impression que tu as d'une nouvelle connaissance restera souvent ancrée dans ton esprit par la suite. Tiens, par exemple, il y a ce gars dans ma classe, Sébastien. Le jour de la rentrée, une énorme crotte de nez pendouillait de sa narine gauche. À chaque fois que je le vois, même maintenant, je ne peux m'empêcher d'y penser. Il restera crotte de nez man pour toujours. Quel rapport avec la beauté intérieure? Je ne sais pas, j'y pensais juste comme ça. Ce que je veux dire, c'est que pour la plupart des gens, ce que nous avons l'air d'être, c'est ce qu'on est. Après, si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu vas découvrir qui cette personne est vraiment, et au bout d'un moment, son physique ne sera plus important du tout. Pourtant, tes relations avec beaucoup de gens n'iront pas jusque-là, et c'est sur ton apparence qu'ils te jugeront. Mais c'est nul, s'insurge ma sœur. Oui, un peu, mais c'est la vie. C'est la vie que dalle! C'est ce que les grands disent toujours quand ils font des trucs nazes et veulent faire croire que ce n'est pas de leur faute. Et alors, pourquoi les beaux, ils trouvent ça bien, la beauté intérieure? Ah, parce que être canon, c'est chouette. Mais, passé un moment, chacun aimerait exister pour autre chose que son physique. Si ce que tout le monde retient de toi, c'est que tu as un visage parfait ou des yeux magnifiques, tu finis par avoir l'impression d'être une poupée. Et ça, ce n'est pas très agréable. À l'inverse, quand tu es très laid, si tu ne penses pas que les gens qui t'entourent peuvent voir en toi une chouette personnalité plutôt qu'un physique ingrat, t'es foutu. Et justement, les gens intelligents sont ceux qui voient tout ça. Au premier coup d'œil, oui, mais il faut bien reconnaître que c'est difficile de cerner une personne que tu ne connais pas. Donc on essaye de découvrir comment sont les gens autour de nous, avec ce qu'on voit d'eux. Léontine est ravie. Donc en fait, moi je suis super trop intelligente, parce que je m'en fiche du physique. Oui, j'admets, me sentant pour le coup un peu niaise de m'être fait l'avocate du culte de l'apparence. Une nouvelle bande de cire allègrement arrachée me ramène à notre préoccupation première. Enfin, dans ce cas, s'épiler relève plus des conventions sociales qu'autre chose, je fais remarquer. Les conventions sociales? L'air dubitatif de Léontine me fait rire. Elle reste un sourcil levé, cherchant à trouver un sens à ce mélange incongru de mots. Non, les conventions dans notre société, ce sont les règles que la plupart des gens respectent. Par exemple, pour les filles, s'épiler les jambes, sous les bras. Inutile de pousser le détail plus loin. Et pas les garçons? Mais c'est pas juste. Elle agite les bras théâtralement avec un air indigné. Pour le coup, nous défendons le même point de vue. C'est vrai, c'est complètement sexiste, je bougonne, penché sur ma jambe. Eh ben, rebelle-toi! Soupir. La révolution des poils aux pattes, ça promet. Par moments, c'est simplement plus facile de rentrer dans le moule et de suivre ce qui se fait. Je ne veux pas vivre exactement comme je le souhaite, si c'est pour passer mon temps à expliquer et justifier ce que je fais. Ouais. Peu convaincue, ma sœurette se passe de plus amples commentaires et marque la fin de la séance d'épilation en enlevant une ultime bande de cire. Tandis que je remets un peu d'ordre dans la salle de bain, je songe à la discussion que nous venons d'avoir et prends la ferme résolution de discuter pour de vrai avec Sébastien le lendemain,
sans visualisation de crotte de nez. Il paraît que c'est quelqu'un d'hilarant. Pourquoi ne pas le sortir de cette catégorie des gens à qui je ne parle pas vraiment pour des raisons bizarres? Je choisis d'étraîner la fameuse jupe fraîchement achetée l'après-midi même, ce qui tombe parfaitement, car je dois retrouver des amis en ville. Je me prépare, l'esprit encore plein de réflexions philosophiques sur la société, le sens des conventions, et quelle veste à sortir à la couleur de mon t-shirt. Finalement, apprêté et pomponné, habit de printemps longuement étudié, je descends et enfile une paire de ballerines adorables. Je crie un vague « Je sors !» à la ronde et ouvre largement la porte d'entrée, m'élançant dans un gracieux mouvement à l'extérieur. Mauvaise surprise. Mon paillasson, qu'une violente averse a imbibé d'eau en l'espace d'une minute, s'est transformé en petit lac, dans lequel s'enfoncent mes délicates chaussures en tissu. Le ciel tout entier, encore clair et découvert il y a quelques instants, est soudain très sombre et d'épais nuages s'accumulent dans un chaos venteux. Comme c'était à prévoir, mes cheveux sagement lissés se transforment en une véritable borne électrique, se dressant et frisotant dans l'anarchie la plus totale. En l'espace de 10 secondes, je suis passé du stade de mignonnette du printemps à celui d'épouvantail dégoulinant. Ô Mars, comme je hais tes giboulées! Avril, la vie. La vie, parfois, c'est merveilleux. J'ai ouvert les yeux ce matin sur un ciel bleu azur, avec juste ce qu'il faut du nuage cotonneux pour ne pas sembler peint au rouleau, et mon premier réflexe de la journée fut de sourire. J'allume la radio en m'habillant pour tomber précisément sur cette chanson que j'adore et me rends compte en même temps que mon pantalon du week-end, celui qui est vraiment moche mais si confortable, a été fraîchement repassé et fleure bon le propre. La maison est encore silencieuse, dans cette ambiance feutrée que seule la grasse matinée du dimanche s'est instaurée. Saisi d'un sentiment inhabituel d'amour pour l'univers, je me décide à aller chercher du pain, et pourquoi pas, soyons fous, quelques croissants. Jour à marquer d'une pierre blanche, le porte-monnaie des courses contient aujourd'hui autre chose que des pièces de 1 ou 2 centimes. Je prends cela pour un signe du destin, ému par mon dévouement familial. Je sors et la douceur de l'air m'enveloppe tel un voile de soie. Non, ceci n'est pas une publicité pour serviettes hygiéniques. Les oiseaux gazouillent en cette matinée d'avril annonciatrice d'un bel été, rempli de promesses et d'aventures. Le vent léger est un peu frais, juste assez pour donner envie de le respirer à plein poumon. Les rayons de soleil qui illuminent la rue réchauffent ma peau dans une caresse tiède, me donnant l'impression de passer instantanément d'une couleur blafarde à un miel doré des plus appétissants. Je croise en sortant notre vieille voisine, madame Coulard, qui a pour une fois oublié de faire la gueule et me salue d'un air presque enjoué, tandis qu'elle promène son chien Tartuffe. L'ignoble bouledogue, sous ce rayon de soleil, semble même n'être pas si moche, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne m'arrive pas souvent de le croiser sans être prise d'une subite envie de vomir. La ville chante autour de moi, peut-être grâce à mon fidèle ami le lecteur MP3, et je me permets même quelques mouvements de danse en rythme sur le trottoir, pleine d'élégance, ou pas, mais en tout cas sans témoin. Bonheur ultime. J'entre dans la boulangerie au moment où le mec le plus beau du quartier, et que j'ai repéré depuis un moment déjà, en sort. On se rentre dedans, il s'excuse, je dis « non, c'est moi », on se sourit, et son adorable « bon bah, bonne journée alors » constitue la plus longue phrase qu'il m'ait jamais adressée. C'est sûr, Dieu existe. Et puis, j'achète ma baguette et rentre pour découvrir une monstrueuse crotte que seul le vieux Tartuffe est capable de pondre, pile poil devant ma porte. Tandis que je contourne l'horreur, il me vient à l'esprit que j'ai oublié les clés, et je me vois contrainte de sonner, réveillant toute la maisonnée à coups de sonneries stridentes. Ma mère ouvre avec l'air de celle qui, si elle avait une tronçonneuse à portée de main, saurait s'en servir. Elle soupire. « Chérie,
Pour une fois que je pouvais dormir un peu, qu'est-ce que tu fais dehors si tôt ?» Confuse, je lui désigne le pain, mais avant que j'aie pu faire jouer l'argument croissant en ma faveur, elle se fige, les yeux rivés sur le trottoir. Elle vient d'apercevoir les excréments laissés en offrande sur le bitume. Il faut préciser que maman et madame Coulard ont entamé il y a un moment ce que j'appelle la guerre des crottes. La voisine semble en effet considérer qu'étaler les déjections de sa bête aux yeux et aux pieds du monde est de bon goût, et il ne lui viendrait pas à l'esprit de ramasser quoi que ce soit. Habitude franchement dégoûtante, comme lui rappelle ma mère avec véhémence, dès que le fait se reproduit, c'est-à-dire plus ou moins tous les jours. C'est qu'il a le ventre bien rempli, ce coquin de Tartuffe. De formules de politesse en remarques sèches, ma mère décide ce matin de passer à la vitesse supérieure. Elle descend sur le trottoir en évitant le tas encore fumant et se dirige, débordant d'indignation, vers la voisine, qui termine justement sa promenade, tout haletant à ses côtés. « Vous » attaque ma mère, un doigt accusateur pointé sur l'objet de sa colère. « Combien de fois est-ce qu'il faudra que je vous dise de ramasser les merdes de votre chien? Cette rue n'est pas une litière !» La voisine l'examine d'un air impénétrable. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame !» Elle renifle, un air de dignité outrée plaqué sur le visage. Cette vieille est la reine de la mauvaise foi, et pour le coup, maman pète un câble. « Mais j'en ai marre de vous et de votre vieux clébard répugnant. Vous savez quoi? Que je me retrouve encore une fois, une seule, avec une crotte devant ma porte. Je vous jure que je prends un sac plastique, je la ramasse et je vous l'étale dans les cheveux. Dans les cheveux! Et comptez sur moi pour le faire. » Maman 1, Coulard 0. La voisine, sans mot dire, prend le chien dans ses bras et après un dernier regard horrifié vers ma mère, qui la fusille du regard, campée les mains sur les hanches et l'air plus furieux que jamais, elle s'éloigne sans mot dire. J'ai un peu envie d'applaudir l'héroïne du jour, mais je sens que l'ambiance n'est pas à la fête. « Bon allez, on rentre !» Dans la maison règne une cacophonie sans nom. Mon coup de sonnette a apparemment réveillé en sursaut ma petite sœur, qui, désorientée, s'est mise à appeler ma mère, laquelle était trop occupée à menacer la voisine pour entendre quoi que ce soit. Léontine s'est alors décidée à descendre, mais, dans le gaz, elle a loupé une marche d'escalier et a dévalé l'ensemble sur les fesses. Elle est à présent allongée sur le carrelage de l'entrée, hurlant à plein poumon s'être brisé tous les os, et mon père tente désespérément de la calmer à coups de « Mais non, chérie, ça fera juste un gros bleu !» Là-dessus, mon frère Marcelin débarque avec sa tête des mauvais jours. « Qu'est-ce qu'il se passe ici? Y a même plus moyen de dormir un dimanche matin dans cette baraque ?»« Oh, sois gentil, mets-la en veilleuse !» fait sèchement remarquer mon père. « Ta sœur vient de se faire mal en tombant dans l'escalier. » Léontine mime une intense douleur. Ça fait rire mon grand frère, elle redouble de sanglots, papa s'énerve, maman s'énerve, et d'un coup la journée semble bien moins parfaite. « T'es trop méchant !» hurle ma sœur. « Je t'aime plus !»« Dis donc, cocotte, on se calme ?» rétorque Marcelin. « Parce que pour quelqu'un de méchant, j'ai l'impression d'avoir été plutôt gentil dans l'affaire du chat égyptien. » Oh oh. Vu le regard interloqué que mes parents et ma sœur échangent, ils n'ont pas la moindre idée de ce à quoi il vient de faire référence. Ce qui était en fait un peu le but de la manœuvre, quand j'ai avoué à mon frère que c'était Léontine qui, en jouant, avait fait tomber sa statuette en terre de chat sacré, souvenir chéri de son voyage en Égypte. Ce qui n'est, disons, pas exactement la vérité. Une chose est sûre, plus jamais je ne m'essayerai à la danse classique dans la chambre de mon frère, même si son miroir géant semble avoir été mis là pour ça. Donc oui, j'imagine que peut-être, en considérant la chose selon un certain angle, on peut considérer que j'ai rejeté la responsabilité d'un accident causé par ma maladresse sur mon innocente petite sœur. Mais enfin, tout est question de point de vue. Parce qu'au final, j'ai réussi à convaincre Marcelin de ne pas en parler à Léontine. La pauvre, elle est venue m'en parler, elle était en larmes. Et en bon grand frère totalement gaga de la petite dernière, il n'était même pas fâché. Ou presque pas.
On peut donc considérer que j'ai œuvré pour la paix dans le monde, en tout cas dans le mien. Mais cette habile manœuvre, garantie de ma tranquillité, ne tenait qu'au fil très fin du silence de Marcelin. Silence brisé, et maintenant je suis dans la merde. Cela dit, l'avantage d'un livre, c'est qu'on peut se la jouer littéraire et balancer une ellipse temporelle quand on en a envie. Ce qui n'est malheureusement pas possible dans la vraie vie, et croyez-moi, j'ai déjà essayé. Donc, on va se contenter de dire que j'ai passé un très, très sale quart d'heure. Ou plutôt, 3 sales heures. Parce que si ça avait pu se limiter à 15 minutes d'engueulade, j'aurais été contente. Mais ça n'a pas suffi à calmer la rage de mon frère, l'indignation de mes parents, ni le cirque de ma sœur. Du coup, je vous passe les détails pour en venir à la conclusion. Petit chanceux, j'aurais aimé avoir droit à ça, moi aussi. Au final, je me retrouve à devoir rembourser la statuette. Sérieusement, mettre tellement de fric dans un bout de terre séchée, ça me dépasse. Et présenter des excuses à l'ensemble de la famille pour mon, je cite, comportement immoral. J'ai vaguement l'impression d'avoir été plongé dans un mauvais délire hollywoodien. Vous savez, quand les célébrités s'entreforcent à s'excuser sur YouTube après s'être crachées sur la gueule les unes les autres. Enfin bon, je remplis mon devoir d'ambassadrice pour la paix, je me blâme, je m'invective, je supplie qu'on me pardonne, et bien sûr, on finit par m'absoudre, mais que je ne recommence pas. Je jure tout ce qu'ils veulent. Je serai une gentille fille, une sœur parfaite. Je commence de suite, d'ailleurs, regardez. J'ai ramené du pain. Je brandis ma baguette comme le Saint Graal, dans un geste triomphal, et sûr de ramener ainsi le calme dans notre foyer. Quoi de mieux qu'une délicieuse tartine pour unir les cœurs, dans la joie et la bonne humeur? Je sens qu'il y a encore moyen de renverser la vapeur et faire de cette journée la plus idéale de toutes, elle qui avait si bien commencé. Je suis à 2 doigts d'entamer le refrain de la Miricorée, quand un soupir de mon père coupe mon bel élan. « Apolline, je t'ai dit hier que j'avais acheté du pain pour ce matin. On va en avoir trop maintenant. Ça va encore rassir et personne ne voudra le finir. » La vie, des fois, c'est vraiment naze. Et puis, on a mangé des tartines et du pain perdu. Pour le midi, puisqu'il restait de la baguette, on s'est fait un pique-nique en forêt. C'était super sympa, très bon, et comme ça a évité aux parents de se taper la cuisine, ils ont vite retrouvé leur bonne humeur. Après cette sortie en famille au grand air, l'après-midi s'est déroulé dans le calme, journée délicieuse et immobile, comme il n'en arrive que le dimanche. À la nuit tombante, le ciel se pare d'une poignée d'étoiles et un rayon de lune donne à l'air encore tiède une saveur délicate. La vie, somme toute, c'est pas si mal. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais retrouvé la moindre crotte de chien dans les alentours. Mais les « Hé, mademoiselle !»« Hé, mademoiselle, ton père, c'est pas un terroriste ?» Je hausse un sourcil interrogateur, me demandant ce qui peut bien me valoir cette apostrophe en pleine rue. « Bah ouais, parce que t'es une bombe !» Le gars s'esclaffe avant de retrouver son sérieux. « Et sinon, t'as pas un 06 ?» J'aurais dû m'en douter. Avec les premiers rayons de soleil reprend la valse des kékés. Leur arme de prédilection, le « Hé, mademoiselle !» délicat exercice de style, mêlant drague et jeu de mots, et qui s'axe sur un effet de surprise des plus subtils. Mode d'emploi, aborder une jeune fille, n'importe où, n'importe quand, de toute façon, ça ne fait pas de doute, la jante féminine n'attend que vous, et vous serez sûr de la voir se pâmer d'admiration devant votre façon fabuleusement sexy et originale de l'approcher. Interpellez-la donc vivement, sans prendre la peine de vous demander si cela risque de la déranger, puisqu'on vous dit qu'elles sont là pour ça. « Hé, mademoiselle !» Elle vous jettera probablement au moins un regard, ne sachant si quelque chose d'important va suivre. Vous avez perdu votre porte-monnaie, ou s'il s'agit d'une tentative de drague. Dans le doute, vous aurez droit à quelques secondes d'attention. Profitez-en pour lancer votre accroche, qui se doit d'être un brin provocatrice, par exemple. « Ton père, c'est un voleur !»
Voilà la demoiselle étonnée, un peu énervée peut-être, ou juste saoulée, si on lui a déjà fait le coup. C'est triste, mais cette phrase est devenue le classique des dragueurs, pour vous dire si le niveau est élevé. Quoi qu'il en soit, elle sera probablement plus ou moins attentive. C'est là qu'il faut sortir le coup de grâce, la phrase choc, le compliment de derrière les fagots qui la mettra KO. En l'occurrence, vous concluez, charmeur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Vous trouvez ça naze? Moi aussi. Pour tout dire, je pense que, grosso modo, le monde entier s'accordera sur le fait qu'une telle technique craint à mort. Mais nos amis kékés sont de toute évidence d'un avis bien différent. Si j'en crois la profusion de répliques de ce genre qui fusent dans les rues, la chose est même très en vogue. Je serais curieuse d'avoir sous la main une étude présentant les taux de réussite comparatifs des approches de ce style. Il doit y avoir de quoi se marrer. En cadeau, juste pour vous, quelques pépites en rab. « Hé, mademoiselle, fais gaffe, t'as fait tomber quelque chose. »« Quoi ? Mon cœur !» On applaudit bien fort pour celle-là. Ou une autre magnifique, peut-être ma préférée dans la série des pourris. « Hé, mademoiselle, ton regard de braise me rend merguez. » Non, attendez avant de lui jeter la pierre. Au 12e, 13e degré, cette réplique est en fait de la pure poésie. Allez-y, répétez la phrase lentement dans votre tête, sur un ton inspiré. Ton regard de braise me rend merguez. C'est beau, non? Mais les « et mademoiselle » sont loin de constituer l'unique arme de nos dragouilleurs préférés. Que nenni! Toutes les phrases vaguement poétiques sont également très appréciées. Qu'elles fassent sens ou pas, on n'est pas à ça près. Je pense notamment à un enflammé « Ton cœur est parallèle à l'axe de mon âme, bébé », qui m'a laissé tout à fait songeuse. Pour de vrai, qu'est-ce que ce truc peut bien vouloir dire? C'est un nouveau concept, la drague géométrique? Pour une dernière touche de fun, il faut que je fasse partager l'approche la plus romantique que l'on m'ait dédiée, qui vaut tellement le coup que je m'en voudrais de ne pas en faire profiter le reste du monde. Imaginez-vous donc un jeune homme plein de bonne volonté, lancé en grande pompe « Tu me fais autant kiffer qu'un but de Wiltord à l'Euro 2000 ». Je ne dispose probablement pas d'une culture générale me permettant de saisir cette référence dans toute sa splendeur, mais il faut bien le reconnaître, il y avait de quoi tomber sous le charme. Tandis que je m'éloignais, faisant, n'est-ce pas, tout mon possible pour contenir les élans d'amour que m'inspirait le jeune homme en question, et préférant le fuir plutôt que de céder à mes instincts les plus bestiaux en pleine rue, il avait tenu à caser un inoubliable « Je te jure, t'es aussi belle qu'une Xanthia tunée avec des flammes sur le côté. » Et vous vous en doutez, je n'étais pas loin de fondre. Non, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, qu'on me compare à une Xanthia, ça me fait rêver. Si en plus elle est ornée de flammes, vraiment, comment résister? Enfin, toutes étonnantes ou stupides qu'elles soient, ces approches ne constituent même pas la pire des manières de se faire draguer. Loin s'en faut. Dans le genre super lourd, par exemple, il arrive de tomber sur les types qui ne lâchent jamais l'affaire. Mais vraiment, jamais. Non, ils ne connaissent pas. Au revoir ne leur inspire pas le moins du monde la moindre envie de s'en aller. J'appelle les flics, à la rigueur, mais franchement, devoir en arriver à une telle extrémité, je trouve ça triste. D'autres sont carrément flippants, à suivre leur infortuné proie dans la rue, l'observer de loin, bref, se comporter en vrai psychopathe. Un soir, en prenant mon RER quotidien, un mec était sorti de nulle part et m'avait abordé. « Tiens, c'est marrant, tu prends le train de 19h37 tous les jours, comme moi. Ça te dit qu'on discute? On a le temps, je sais à quel arrêt tu descends. » Sérieusement, j'ai cru que j'allais faire une attaque. Ce gars me piste. Help! Appelez la police! J'avais réussi à me débarrasser de l'inopportun, le rembarrant avec toute la politesse nécessaire pour ne pas finir traité de tous les noms. Oui, parce que c'est marrant, si on a un sens de l'humour large comme le Mississippi. Mais peu importe que vous n'ayez rien demandé à personne, que vous soyez tranquillement assise dans un bus ou que vous fassiez votre petit bout de chemin sans d'autre souhait que d'être laissé en paix. Une fois sur deux, repousser les avances de mecs que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam vous mène à vous retrouver copieusement insulté.
quand il n'attaque pas directement en lançant des invitations ô combien alléchantes, c'est le cas de le dire, du genre « Hé, toi là, tu me suces ou bien ?»« Là, comme ça me tente, bof, j'avoue. » Franchement, il faudra qu'on m'explique le principe un jour, qui m'échappe tout à fait. Je ne me lancerai pas ici dans une longue diatribe contre les dragueurs agressifs, mais vraiment, il y aurait de quoi faire. À la limite, j'aime autant qu'on me sorte la conclusion chère aux frustrés qui, après avoir tenté de me faire entrer dans leur voiture pendant un quart d'heure, sans succès, ce qui a l'air de les étonner, mais par quel miracle, finissent par cracher haineusement « De toute façon, t'es moche !» D'accord, mais dans ce cas, pourquoi prendre la peine de me parler ? Et de toute façon, je sais bien que ce n'est pas vrai. Moi, je suis belle au moins comme une zangtiatunée. Juin, l'avenir. Ah, juin, doux mois de presque été et de fin d'examen, qui annonce surtout des vacances bien méritées. Moment aussi moins sympa de faire le bilan de l'année passée et surtout le plan de celle à venir. Si vous arrivez à visualiser une pauvre gueuse levant sur l'avenir un regard un peu égaré et, n'ayant pas peur des mots, qui se trouve tout à fait terrifiée par les affres de l'inconnu et des décisions à prendre, vous avez un bon aperçu de ce à quoi je ressemble à cette période de l'année. Juin donne aussi systématiquement lieu à de longues discussions familiales sur le sens de la vie et ce que je vais pouvoir faire de la mienne. Autant le dire, c'est désespérant. Exemple typique. Après le dîner, réunion dans le salon. Ma mère lance une conversation sur la vie, la vraie, celle où on paye des impôts et son loyer. « Tu vas voir !» elle rayonne. « C'est formidable d'envisager l'avenir. » D'avance, je ne suis pas convaincue, mais elle enchaîne. « Entrer dans la vie active !» Je grimace. « Subvenir à tes propres besoins !» Je m'étouffe. « Gérer les tâches du quotidien !» Je vomis. Bon, en tout cas, je fais semblant. Tout ça. Sérieusement, avec une telle présentation des choses, qui voudrait se lancer dans le grand bain, comme elle dit ? Pas moi. D'autant plus que, quand on fait le tour des choses, il n'y a rien de trop excitant qui s'annonce pour moi. Niveau boulot, j'ai toujours hésité entre devenir hôtesse de l'air, mais il me manque des centimètres, et écrivain à succès, ce qui, on l'a tous entendu 1000 fois, n'est pas un métier. J'ai finalement intégré une licence d'anglais en sortant du lycée, en espérant vaguement que ça me permettra un jour de mettre le grappin sur une star hollywoodienne, je ne sais pas, Brad Pitt par exemple. Mais je ne voudrais pas avoir l'air trop exigeante. Si c'est DiCaprio, ça me va aussi. Il paraît que l'accent Frenchy fait des ravages partout dans le monde. Autant que j'en tire avantage, parce que je ne vois pas trop ce que j'ai comme point fort en dehors de ça, et que mon accent reste à couper au couteau malgré les efforts désespérés de nombreux professeurs. Plus terre à terre, mes parents me verraient mieux enseignante pour gosses parlant anglais comme des vaches espagnoles ou traductrice de notices d'utilisation plutôt que femme trophée sur un tapis rouge. Quelle bande de ringards, je vous jure. Cela dit, trouver un job convenable sera probablement à ma portée. Je finirai bien par me caser, si ce n'est entre les bras de Johnny Depp, au moins dans une boîte chouette dont je ne reviendrai pas en pleurs le soir. Et à ce stade de ma vie, c'est à peu près tout ce que j'attends de ma vie professionnelle. Ou alors, je plaque ma famille et mon pays, et je m'envole loin pour aller secourir des gens dans le besoin. Et pourquoi pas ? On aborde ensuite à peu près systématiquement la question des enfants, que ma mère glisse dans la conversation, sans que je ne sache pourquoi, et même souvent sans que je trouve comment. Ah, quel rude sujet de réflexion. D'un côté, nous avons l'expression vivante de l'amour fou de deux êtres, la chaleur d'un petit cœur enfoui dans vos bras, des heures de câlinage, de « Qui est là ? Coucou !» et autres « La petite bête qui monte !» l'occasion d'imaginer les plus incroyables des histoires qui les laisseront bouche bée et la tête farcie de rêves. De l'autre, l'horreur d'un accouchement, les pleurs au milieu de la nuit, les dents qui poussent, pour mieux tomber plus tard les traîtresses, le rattrapage scolaire et l'assurance d'entendre votre ado boutonneux asséner un jour que de toute façon vous ne comprenez jamais rien
et qu'il aimera mieux se faire adopter par une famille tzigane plutôt que de rester 1 minute de plus chez vous. N'allez pas croire que je tire ce genre d'exemple d'une quelconque expérience personnelle. J'ai toujours été une enfant charmante et aimable, et jamais je n'aurais dit quoi que ce soit du genre qui aurait pu peiner mes parents. Jamais. Ou alors, vraiment un soir d'égarement, comme on n'en a qu'à 15 ans. Cela dit, ma mère n'avait rien perdu de son aplomb et s'était contentée d'ouvrir la porte d'un grand geste. « Eh bien, vas-y !» Je peux vous dire que ça m'avait refroidi. Ce genre de mésaventure n'a pas eu l'air de traumatiser mes parents, remarquez. Ils se rappellent encore, un sourire béat plaqué sur le visage, les arrivées successives de leurs rejetons adorés. On a passé des heures à aménager vos chambres, trouver des vêtements adorables, choisir vos prénoms. Puisqu'on en parle, je coupe. Marcelin, Apolline et Léontine, sérieusement, vous aviez perdu un pareil ou quoi? C'est vrai, ça, ronchonne Léontine. À l'école, tout le monde m'appelle Titine. Ça fait voiture. Silence perplexe, suivi d'un fou rire intérieur en ce qui me concerne, car imaginer ma sœur transformée en bagnole n'est pas quelque chose que je peux faire sans me marrer. Mais je ne voudrais pas entamer l'ego de cette pauvre enfant plus qu'il ne l'est déjà. Et puis, l'heure est grave, il ne faudrait pas se laisser distraire. Le temps est enfin venu pour mes parents d'affronter l'horrible destin auquel ils nous ont prédestinés avec des noms tellement moches. « Eh bien, moi j'adore, » déclare ma mère, qui décidément ne se laisse jamais déconcerter. « Vous avez des prénoms originaux ?» On se demande bien pourquoi, grommelle Marcelin. Lui n'a pas l'air de prendre les choses avec humour du tout, mais je le comprends. Vraiment, il a hérité du prénom le plus pourrave de la terre. Il m'a parlé un jour avec beaucoup de sérieux de son intention de porter plainte contre les parents pour maltraitance nominative. J'espère qu'il ne passera jamais à l'acte, parce qu'il gagnerait à coup sûr. Et après, bonjour l'ambiance dans la famille. Non, il faut être honnête. En ce qui concerne les prénoms, vous vous êtes bien planté, je tranche. Maman soupire. Il faut dire que pour toi, on s'est pas mal posé la question. On hésitait entre Apolline et Gisèle. Tu aurais préféré? Gisèle. Je cache difficilement mon horreur. Tu sais, finalement, Apolline, c'est pas si mal, j'arrive à articuler, sourire figé et affolé à l'idée de ce qu'aurait pu être ma vie avec un prénom pareil. Et pour une fois, je ne dis pas cela que pour éviter de leur faire de la peine, je le pense, presque. Tout de même, je me jure de faire mieux pour mes futurs éventuels hypothétiques gamins, desquels je saurais, j'en suis sûr, m'occuper plus ou moins comme il faut. Après tout, après avoir vu faire mes parents pendant plus de 20 ans, j'ai fini par apprendre quelques trucs. Et dans tous les cas, je leur donnerai des prénoms à peu près potables, ce qui est déjà un bon départ dans la vie. Mais ce n'est pas vraiment de parvenir à ce statut d'adulte responsable qui m'inquiète. Ça, j'y arriverai. La seule question est de savoir pendant combien de temps je tiendrai le choc. Car le pire de tout, l'éreintant dans le sort des adultes, ce sont les responsabilités qui leur incombent au quotidien, l'administratif, les corvées ménagères, passer de 5 mois de vacances à 5 semaines. C'est un cauchemar. De penser au rythme de vie d'une mère de famille, qui lutte du lever du jour pour faire lever ses feignasses de marmot, jusqu'au crépuscule. Bah oui, il faut passer un coup de balai dans la cuisine. Ça me donne des sueurs froides. Déjà l'autre jour, quand je suis rentrée à 19h de la fac, après 1 heure de transport en commun, j'étais pas en forme. À peine ai-je eu le temps d'investiguer la cuisine pour un goûter tardif qu'il était temps de mettre le couvert et, supplice suprême, de laver la salade. Laver la salade, vraiment? Mais pourquoi ne suis-je pas née dans un univers parallèle où les salades se lavent toutes seules, d'un coup de baguette magique? Non, bien sûr, il a fallu que j'atterrisse dans cette dimension archaïque où on se tape de nettoyer les feuilles une par une, parce qu'on n'a que ça à faire de notre vie. Génial. La soirée avait plutôt mal commencé, donc. J'ai eu beau plaider pour ma libération, mais, maman, justement, j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Son cœur d'acier n'a pas flanché. J'ai donc lavé ce fichu truc vert avec toute la mauvaise volonté que je suis capable d'afficher. Le truc terrible avec la salade, c'est que quand elle est sale, elle est vraiment sale, avec des limaces et des bouts de terre dans tous les sens. Comme ce n'est vraiment pas le genre de choses que j'ai envie d'ingérer, je suis obligée de tout nettoyer consciencieusement.
moi qui ne suis pas méticuleuse pour 2 sous. Et là-dessus, ma fourbe de mère a demandé, l'air de rien, « Tiens, puisque tu es lancé, tu nous ferais une petite vinaigrette pour l'accompagner ?» Vous penseriez que mon calvaire se serait arrêté à cette épreuve? Que nenni, mes braves! Le repas terminé, il a fallu que je fasse la vaisselle. Comme je vous le dis. Rude, n'est-ce pas? Rude, invivable, inacceptable. Voilà du moins mon avis sur la question, que mes parents ne partageaient malheureusement pas. Si, je vous retranscris ça pêle-mêle, leur opinion ressemble plutôt à quelque chose du genre « Tu es grande maintenant, plus un bébé, tu fais ce qu'on te dit, un point c'est tout, et arrête de geindre, c'est insupportable. » Tout ça a plutôt mal fini, moi criant au scandale et à l'esclavage, et mes parents sur le point de porter réclamation à l'hôpital où j'ai vu le jour pour défaut de fabrication. Mais, comme toute querelle familiale, celle-ci n'a guère duré, et quelques jours plus tard, nous étions tous réunis dans la cuisine à discuter de l'horreur de nos noms. La dite conversation s'est d'ailleurs terminée sans beaucoup plus de rebondissements, parce qu'il faut bien le dire, la seule conclusion que l'on peut trouver quand on a un prénom comme le mien, c'est « tant pis ». Et concernant l'avenir qui se présente devant mes yeux remplis d'effroi, concernant les décisions qu'il faudra bien faire un jour ou l'autre, la direction à prendre, le PEL à alimenter, le job, les enfants, et éventuellement leur père qu'il faudra bien que j'aille pêcher ici ou là, les déclarations d'impôts et les quittances de gaz. Laissez-moi une seconde, je vais faire une crise d'angoisse et je reviens.